Bienvenue à tous, bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Mon nom est Catherine Carlton, directrice générale d'Orchestre d'Orchestre Canada, qui est une organisation virtuelle et nous travaillons là où nous vivons. Je suis à Peterborough, Nogoji-Wanon, sur les territoires traditionnels issus des traités des Anishinabek et Mississauga. Je m'engage à respecter les traités qui couvrent ces terres. La session d'aujourd'hui sera enregistrée, bientôt disponible également sur le site web. On vous encourage à partager avec vos collègues et les personnes que vous connaissez à leur retour. Alors, on utilise le chat pour recueillir les questions et les commentaires sur la présentation d'aujourd'hui. Alors, sentez-vous bien libre d'écrire des commentaires, des questions dans le chat et on va les relayer aux personnes qui gèrent la présentation. Et donc, on va choisir les questions qui n'ont pas été encore posées prioritairement. Mais j'ai assez parlé de moi. J'aimerais vous présenter Eric Nelson, qui est vice-président du partenariat mondial avec TRG Arts. On a déjà collaboré avec Eric à plusieurs reprises comme présentateur dans les webinaires invités à notre conférence nationale en 2023. Aujourd'hui, Eric va partager les dernières informations de TRG Arts Arts and Culture Benchmark, donc repère pour les arts et la culture, un ensemble de données internationales qui révèlent l'état actuel des organisations artistiques et culturelles au Canada, États-Unis et dans le monde entier. Un nombre croissant d'orchestres canadiens y participent, il y a encore de la place pour d'autres. Je vais passer le micro à Eric. Alors, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Lauren, merci d'avoir organisé ce webinaire. Et merci à vous tous qui participez en mon nom. Et Eric Nelson, comme Orchestre Canada, TRG Arts, c'est une compagnie virtuelle. Je suis basée à New York et donc je vous rejoins des terres ancestrales de Lenape et donc du côté ouest de Manhattan. Alors je vais lancer ma présentation et partager mon écran. Donc, alors que l'on essaye d'apprendre un petit peu plus quel est le rythme, en fait, de l'assiduité ou de la présence? Alors, on constate qu'il y a une plus grande résilience depuis la pandémie. Alors, de plus en plus de gens s'unissent à notre famille et reviennent avec régularité. Alors, on veut comprendre comment ces rythmes sont en train d'évoluer, de changer et quel est le profil de clients qu'on a, de façon à ce qu'on puisse mieux les cultiver, collaborer avec eux et les attirer pour qu'ils reviennent plus régulièrement. Alors, je vais commencer la présentation en vous donnant un test. Alors, une des choses que je préférais à l'école, quand il y avait un test, on me disait, quand il y avait un test à l'école, on me disait, vous pouvez utiliser votre livre, votre manuel. Alors, je vous donne les réponses qui sont 2, 3, 18, et on va explorer aujourd'hui ce que ça veut dire. Mais vous avez déjà les réponses. Voilà, on les a décodées pour vous. Alors, rappelez-vous de ces trois chiffres, 2, 3, 18. Essentiellement parce que on se trouve toujours face à un défi. Même avant la pandémie, on avait des clients qui, on a un roulement de clients. Ceux qui venaient participer, être comme spectateurs, et ensuite qui ne revenaient pas après leur première expérience. Alors, on a vu que ces tendances ont continué à être un défi même après la pandémie. Alors, lorsqu'on parle de rétention ou d'assiduité, donc, on avait des premiers spectateurs ou des personnes qui venaient donc en 2017-2018 et qui ensuite ne sont pas revenus en 2021-2022. On parle d'un passage avant la pandémie qui était de 62 à 80% à, après la pandémie, à 80-95%. Ils ne sont pas revenus ensuite en 2022-2023. Alors, c'est important d'essayer de comprendre pourquoi ces tendances. Alors, dans la présentation d'aujourd'hui, on va analyser, plonger dans certaines de ces données. Quelles sont les tendances qui peuvent expliquer les taux des abonnements aussi et qu'est-ce qui peut attirer les gens à revenir plus régulièrement? Alors,
On a essayé différentes techniques. On lance les idées de l'offre, l'offre spéciale, l'offre qui tue, celle qu'on ne peut pas refuser. Et jusqu'à un certain point, ça fonctionnait. C'est-à-dire, ça attirait les gens pour qu'ils reviennent. Mais on n'a pas vu la troisième ou quatrième participation aux connexions, collaborations qui amènent à une participation plus régulière, à une présence plus régulière. Alors, si on approfondit ces tendances, alors, première chose, il faut que l'on redéfinisse c'est quoi la rétention. À quoi elle ressemble aujourd'hui? À quoi ressemble aussi le désabonnement aujourd'hui? Et comment on peut utiliser cette information-là pour réinventer des relations, pour travailler autour des dons, de cultiver les spectateurs, les présences. Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Quelques éléments pour mettre la table pour aujourd'hui. On va revoir d'abord ce partenariat pour se pencher sur les données, pas juste dans les organisations des arts en Amérique du Nord, et pas juste dans le Canada, en Amérique du Nord, mais également explorer les partenariats. On va voir également les tendances, les données concernant les tendances de l'engagement et redéfinir aussi un petit peu c'est quoi le désabonnement aujourd'hui. Et je vais vous présenter quelques exemples qui pourront peut-être vous inspirer, vous donner des idées. Après ça, on aura le temps de prendre des questions également, d'échanger. Alors, notre partenariat vise à avoir le plus possible d'orchestres qui participent au benchmark, c'est-à-dire une façon de recueillir des données de différentes organisations sur base quotidienne pour que l'on puisse vraiment bâtir une grosse banque de données qui nous permet de nous pencher sur les billets uniques, les abonnements ou les paquets aussi, les bundles, comme on les appelle également, et également les tendances de dons, de donations. Et voir aussi si on a suffisamment d'orchestres qui participent au Canada. C'est ça qui nous permet de donner une force à nos données, d'appuyer nos données et de faire des comparaisons aussi entre les différents orchestres Canada et cibler davantage nos comparaisons. Alors, on a une cinquantaine d'orchestres en Amérique du Nord qui participent et on souhaite augmenter d'une dizaine d'orchestres d'ici la fin de l'année. C'est notre objectif. Et le but, c'est aussi de faire un rapport des tendances qui marquent ce secteur-là. Juste pour vous donner une idée de quoi ça a l'air, de quoi la situation a l'air, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais si vous accédez au site, donc Arts and Culture Benchmark, vous aurez accès à ces tendances dont je vous parle aujourd'hui. Alors, quand vous enregistrez, donc vous connectez plutôt, vous allez avoir une interface comme celle-ci. Et si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez certainement me contacter. Je vous laisserai mon courrier à la fin de la présentation. Vous avez besoin également de quelqu'un qui vous guide. Je peux vous aider à naviguer dans le système pour vous faciliter la tâche à vous et d'autres collègues dans votre organisation qui voudraient mieux connaître comment ça fonctionne. Donc, voici l'écran principal que vous voyez quand vous vous connectez. Et rappelez-vous que vos données sont toujours en jaune et les données agrégées ou de comparaison sont en bleu. Le benchmark, le repère, c'est en bleu. Alors là, on parle des orchestres en Amérique du Nord. Donc, on parle donc d'une organisation que l'on compare au benchmark, donc au repère, et elle est en jaune. Donc, c'est la ligne en jaune. Donc, on parle donc d'un demi-million de dollars de revenus comparé à la moyenne. Donc, cette organisation est à peu près 38% plus loin plus élevé de où ils étaient en 2019 et 14% de plus par rapport à où ils étaient, comment ils se positionnaient en 2023. Donc, quelques 50 000
au-dessus des données agrégées, donc qui sont la ligne de comparaison. Alors, c'est juste pour vous expliquer le mécanisme et pour voir comment vous comparez par rapport aux repères, aux benchmarks et quel, euh, également, on a la typologie de clients, donc qui est là, quels sont les présents. Et puis, ça vous donne une idée également des dons, de l'ampleur des dons. Si vous voulez rentrer plus dans les détails, on pourra y aller par après, au fil de la présentation. Alors, là, on va se pencher sur les données agrégées. Donc, quand on parle des ventes de billets, de différentes sortes, ici, on a une comparaison année par année. On parle de juillet 2018 jusqu'en juin 2019 versus juillet 2023 jusqu'en juin 2024. Donc, ce sont donc les données les plus à jour qu'on a. Et donc, à gauche, vous voyez le revenu et à droite, les unités. Donc, ce sont les revenus pour un billet correspondant à la vente d'un billet euh, pour donc 2018-2019. Et on voit que les unités sont à niveau de moins 3%. Donc, on a un petit peu de retard pour ce qui est des unités alors qu'il y en a une augmentation des revenus. Maintenant, si on regarde la progression mois par mois, ce sont les mêmes données, les mêmes comparaisons, mais on a un petit peu plus de détails sur ce graphique. Alors, la barre pourpre vous donne le nombre d'unités de tickets à l'unité et en vert, le nombre d'unités de 2023-2024, alors que la première barre 2018-2019, la ligne bleue, c'est le revenu 2023-2024 et la jaune, c'est le revenu 2018-2019. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir quand la barre verte dépasse celle violet et quand la ligne bleue dépasse la ligne jaune. C'est ça qui nous intéresse. Alors, avant de continuer, c'est important de digérer un petit peu cette information-là. Regardez ce qui se passe depuis le mois de mars de cette année-ci. Alors, on a la ligne verte qui est clairement au-dessus de la ligne violette et la ligne bleue qui dépasse de beaucoup la ligne jaune. Donc, alors qu'il y a eu des hauts et des bas, on voit qu'il y a quand même une cohérence à partir du mois de mars, donc une constance plutôt. Alors, ça, ce sont toute une série d'éléments qui nous donnent un petit peu de confiance par rapport à une cohésion des résultats, à une stabilité des résultats. Maintenant, le jaune, c'est-à-dire au mois de juin, là, la tendance s'est un petit peu ralentie, mais on voit qu'elle se maintient malgré tout. Maintenant, si on regarde le revenu pro capita, c'est-à-dire combien les gens payent pour les billets qu'ils achètent, et donc le revenu par capita, correspond pas au prix publié, mais la moyenne, lorsque l'on prend toutes les unités qui ont été, tous les billets qui ont été vendus, et donc les entrées. Donc, on a des comparaisons pour des mêmes périodes versus d'autres secteurs comme le monde des théâtres, de la danse, de l'opéra ou autre. Donc, après la pandémie, on voit que le revenu pro capita est exprimé en vert et avant la pandémie, c'est la barre violette. Donc, on parlait de 40 dollars de moyenne, alors qu'après la pandémie, on parle de 52,79. Donc, c'est encourageant. Alors, comment est-ce que ça se situe par rapport à l'inflation, par exemple? C'est la question qu'on me pose souvent. On sait que l'inflation a augmenté, donc comment est-ce que ça influence? 40 dollars en 2019, en valeur de 2019, une valeur en fait, correspond à 47 dollars au pouvoir d'achat en 2024. Donc, on est à 51, 45 en 2024, ce qui est quand même encourageant. Donc, ça veut dire que les revenus au capita ont clairement augmenté par rapport aux revenus pré-pandémie. Donc ça, c'est un élément qui nous donne certainement une bonne confiance.
autre chose à garder à l'esprit, c'est que, question, est-ce que les gens achètent plus tard ou plus à la dernière minute par rapport à avant? Alors oui, on constate ça et vous en avez sans doute entendu parler dans d'autres conférences ou webinaires, mais si on se compare sur cette ligne du temps de juillet à juin 2018-2019 versus 2023-2024, on vend plus tard en fait. On a la ligne verte qui est pré-Covid et celle violette post-Covid. Donc, les achats de billets uniques à Euh, donc, on parle des achats, dans ce cas-là, des achats. En l'espace de 2 semaines, en 2019, on avait un 54%. 2023, ça n'a pas vraiment changé. Les gens continuent à acheter un petit peu tard, à la dernière minute, mais ça ne veut pas dire qu'il faut complètement révolutionner les stratégies. Pensez pas que ça va complètement changer, ça va avoir un impact déterminant sur le comportement des gens. Donc, il faut juste être cohérent avec les messages de marketing. Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport aux abonnements? Et Catherine en avait parlé avant. Est-ce qu'on a besoin de nouveaux concepts comme celui du paquet, du bundle de billets? Ça peut être une voie, mais quand on regarde les revenus, augmentation de 37%, unité, une augmentation de 10%. Alors, est-ce que c'est vrai? Euh, les gens souvent réagissent en posant la question, est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Arrêtez les presses dans ce cas-là, parce que dans les mois, même avant la pandémie, on a entendu parler des gros défis que l'on connaissait dans les abonnements. On avait un gros ralentissement et là, on a vraiment fait le virage. Et c'est intéressant de se pencher là-dessus. Donc, on a 37% de revenus, 10% en unité. Intéressant de regarder ça, l'évolution mois par mois. Alors, pensez en termes d'unités et de revenus. Alors, les unités sont en bleu, la colonne bleue. Et donc, ce n'est pas le nombre de paquets, mais le nombre de concerts dans le cadre d'un paquet. C'est là qu'on entend parler. En 2023, on a la barre violette et les revenus pour les abonnements en 2024, 2023-2024 étant jaune, alors que pour 2018-2019, c'est en vert. Alors, si on prend les 4 derniers mois, on voit que les barres pourpres, violettes sont plus élevées que les bleues et la courbe jaune est plus élevée que la verte. Intéressant, c'est pas juste une question de vente de billets, mais il y a quelque chose qui s'est passé alors qu'on a commencé cette nouvelle année, virage de cette nouvelle année. En début d'année, il y a eu comme une rebranding, il y a eu un nouvel lancement d'une image de marque et nouvelle programmation aussi. Alors, comment est-ce que l'on gère ça? Quand on parle de hate watching, par exemple, c'est-à-dire le regarder pour critiquer, c'est une réalité. Quand on va voir d'autres secteurs, pas juste le secteur des arts, mais d'autres secteurs en général, les abonnements ou les paquets sont en fait en croissance. Quand on parle des réseaux de streaming, même à l'épicerie, là, on peut s'inscrire, s'abonner à plein de choses ou acheter des produits à travers des programmes basés sur un membership. Donc, on est dans cette tendance. Alors, il y a beaucoup de gens qui vivent cela, cette expérience-là pour la première fois avec nous dans ce milieu-là, dans le milieu des orchestres. Alors, c'est important de réinventer un petit peu ce que l'on fait pour suivre un petit peu les tendances de l'abonnement, des abonnements. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que les comportements en mars et juin reflétaient de fortes souscriptions et renouvellement des abonnements. Donc, c'est comme si on revient à des chiffres solides. Donc, la plupart des gens avec lesquels on travaille
ont vécu, ont été témoins de reprises des abonnements pour lorsqu'il y avait des périodes de vente, de spéciaux ou c'est ça, de promotion. Et quand on parle des packages, des paquets, c'est pas le nombre de représentations dans un paquet, mais les concerts, l'ensemble des concerts par unité. Donc, on calcule toujours, on ajuste toujours par rapport à l'inflation. Donc, quand on parle des unités pro capita, on parle de plus 20% maintenant. C'est-à-dire 72 dollars en moyenne versus 57 dollars. Alors, tout cela, ça nous donne confiance dans les réabonnements et les points de prix, de départ de prix nous aident aussi, nous appuient dans ce, dans ce mouvement. Alors, pour ce qui est de la typologie des clients, on utilise ce modèle pour essayer de comprendre qui est présent dans nos banques de données. Et on parle en termes de récence, de fréquence et de croissance monétaire. Alors, on se pose la question, est-ce que les investissements monétaires reflètent la situation et est-ce que ce sont des acheteurs de tickets, pas juste pour un ticket, mais ils sont souvent également des donateurs et ils restent avec nous longtemps, dans le temps. Donc, la façon dont on se penche là-dessus, lorsqu'on veut segmenter une banque de données, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ce système en fait qui les divise en trois groupes. Donc, on a ceux qui arrivent pour la toute première fois. Ensuite, alors on a les nouveaux d'une part, ensuite les clients actuels qui sont venus au moins une fois pendant 12 mois. C'est-à-dire ceux qui sont déjà venus une fois auparavant, les convertis deux fois déjà, les actifs 3 à 9 fois dans leur histoire, les super actifs 10 fois ou plus dans leur histoire, qui ont des abonnements multiples. Et puis, on a les gens qui font partie d'une banque de données, mais qui n'ont pas vraiment participé. Donc, ceux qui ont eu une présence avant aujourd'hui, qui était limitée à 18 à 36 mois, ou vraiment expirés, qui sont plus là, ou qui n'ont plus de présence pendant les dernières 3 années ou plus. Donc, si on regarde chacun de ces segments-là, quel, quel est le pourcentage qui compose notre revenu principal des revenus à partir des billets? Donc, donc on a la barre pourpre qui est 2019 versus 2024, la barre verte. Alors on voit que la barre verte dépasse l'autre, la barre pourpre, essentiellement pour ceux qui sont les super actifs, donc qui participent davantage par rapport à avant la pandémie, ce qui n'est pas surprenant. Quand on regarde mars, avril, mai, qui sont des mois forts, parce que c'est là que l'on renouvelle les abonnements ou que l'on fait des ventes, des promotions pour les abonnements. Et donc, c'est là qu'on voit vraiment le plus d'activité. Et cette activité est plus élevée maintenant qu'avant la pandémie. Donc, ça, c'est encourageant. Ça devrait nous encourager également à travailler sur la rétention de cette tranche de public, de présence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe par rapport aux dons? Donc, aux dons individuels. Ça, c'est notre histoire. Les recettes sont diminuées de 7%, les unités 8%. Donc, on voit qu'il y a davantage de gens qui donnent, mais ils donnent des montants plus bas. Alors, si vous avez suivi la présentation qu'on a fait en début d'année, c'est intéressant de voir la typologie la segmentation de la typologie. C'est qu'il y a plus de gens qui viennent pour la première fois maintenant. Alors, ce qui se passe, c'est souvent les les nouveaux donateurs qui arrivent, ils donnent, mais des montants plus bas. Alors,
C'est ce qui explique un petit peu la tendance que l'on voit sur ce graphique. Alors, comment ça se traduit au niveau des perspectives mois par mois? Donc, la même structure de graphique que l'on a vu avant. Donc, la barre verte, c'est pour 2018-2019 versus l'autre barre, juillet 2023, juin 2024. Et donc, c'est intéressant de voir que à la fin de l'année, en général, il y a un dépassement de la ligne bleue par rapport à la ligne jaune. Alors, si on regardait ça à partir de la fin 2022, la fin d'année était relativement basse par rapport à la pré-pandémie. Donc, c'est intéressant de voir que la fin de l'année est une période où généralement ça monte. Et puis également, mois de juin, c'est intéressant à observer. Donc, étant donné qu'il y a, bon, on voit qu'il y a beaucoup de hauts et de bas, on constate qu'il y a quand même des points forts et des points sur lesquels on peut travailler davantage pour capitaliser, pour développer ces opportunités-là. Donc, à la fin de l'année, par exemple, on a vu que ça marche bien. Donc, essayer de voir quels sont les messages que l'on envoie à ce moment-là, qu'est-ce qui fonctionne bien, est-ce qu'il y a des campagnes qu'il faudrait qu'on reproduise à d'autres moments de l'année de façon à faire remonter les ventes de billets. Tout ça, c'est des pistes. Et puis, quand on parle du mois de juin, c'est un peu plus fort, mais en fait, si on a eu plus de donateurs, c'est quoi notre plan de mise à niveau, de upgrade pour connecter davantage ces personnes, ces donateurs, à notre mission, aux histoires de succès liées à notre mission, et comment est-ce que l'on peut les pousser à faire monter le don moyen, dans le fond. Donc, voici ce qui met la table par rapport aux tendances actuelles en la matière. Donc, on se pose des questions, par exemple, également par rapport au taux de désabonnement. Pourquoi ces personnes qui ne reviennent pas régulièrement? Alors, on a exploré les données pour essayer de comprendre si il y a une nouvelle tendance qui se définit entre les personnes qui ont vécu, c'est-à-dire le moment entre le moment où les personnes, en fait, la période entre la première expérience des personnes et la deuxième. C'est-à-dire ces personnes qui ont participé à la première saison mais ne sont pas revenues à la deuxième saison. Donc, qui ont comme brisé le lien avec nous, si c'est le cas. Alors, on voit que les gens, s'ils vivent pas une deuxième expérience immédiatement, ils ne se sentent pas connectés, autant connectés. On l'a vu dans les données, mais ça ne se traduit pas toujours dans les chiffres. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce graphique? Ici, on, on est en train de... Ici, on voit combien ça prend pour quelqu'un pour qu'il, en fait, adopte son premier comportement, ensuite le deuxième, qui revient dans le fond. Alors, encore une fois, ça, c'est des données pour l'Amérique du Nord. Donc, la ligne violette, c'est la programmation standard. Et la ligne verte, c'est la programmation en temps de vacances, par exemple pour Noël, pour le pop des vacances, etc. Et donc, on voit hein, que ces chiffres sont liés aux commandes. Donc, première expérience, c'est-à-dire au trimestre, quand arrive leur première expérience, et ensuite, combien de temps ça prend avant qu'ils vivent une deuxième expérience avec les orchestres. Donc, qu'est-ce qui les raccroche? Donc, est-ce que ce sont des personnes qui viennent régulièrement? 14% sont revenus, dans la première ligne et 10% dans la deuxième. Alors, on voit hein, que il y a cet écart et donc pratiquement les gens reviennent un an après et
Ensuite, ils attendent encore 5 ou 6 trimestres avant de venir. Donc, on parle de 18 mois en tout. Ça prend une moyenne de 18 mois pour qu'une personne revienne vivre une deuxième expérience. Alors, hum, même si on essaie de les relancer après 12 mois, la trajectoire est quand même un peu longue. Et avant la pandémie, de quoi ça avait l'air? Quelle était la tendance? On avait un 30% des personnes qui achetaient des billets qui revenaient pour vivre une deuxième expérience dans une fourchette de 16 à 18 mois. Et pour les participants, les présences pour les programmations des vacances, c'est un peu plus élevé. Alors, maintenant, on voit que le temps que ça prend pour qu'ils reviennent est plus long. S'ils ne viennent pas directement la deuxième saison, il y a un temps, un délai qui est plus long dans le fond. Et donc ici, on parle de personnes qui sont déjà dans votre banque de données. Un peu la même structure. Donc, quand on a la programmation régulière et la programmation des fêtes, représentée par les deux autres lignes, on voit que pour 2022 à 2024, il y a un écart qui est un petit peu moins grand. Donc, ils reviennent dans un espace de peut-être 12 mois. Et même au niveau du troisième ou du quatrième trimestre, la trajectoire est à peu près la même. Donc, on se trouve face à des personnes qui suivent une tendance différente. Et à peu près 40% de ces personnes reviennent de la programmation régulière dans cette phase post-pandémique. Et 6% des gens qui ont participé à la programmation des vacances reviennent. Et donc 34% vont vivre une deuxième expérience dans cette fenêtre de 2 ans. Et en fait, on voit que ces personnes qui étaient déjà dans notre banque de données sont plus, en, en fait, deviennent des fans encore plus assidus. Donc ça, c'est certainement une fourchette sur laquelle on devrait se concentrer. Donc, à plus long terme, peut-être, on ne devrait pas se baser sur des personnes qui viennent à plusieurs reprises pendant la même saison, mais il faut que l'on s'oriente sur des annuels, biannuels ou vivaces également. Et donc, comprendre qu'il y a différentes phases de connexion avec nous que l'on doit utiliser, exploiter pour, dans notre programmation. Et- Alors, peut-être ça vaut la peine de s'axer sur la deuxième ou troisième expérience dans une fenêtre plus petite. Maintenant, à partir de ces catégories, où sont les forces qu'il faudrait viser pour les maximiser, pour maximiser notre succès? Donc, ici, ça, j'appelle ça l'illustration des chromosomes. Donc, ce que ça fait, ça prend les différents segments à partir d'une perspective multitrimestrielle. Donc, à partir de ces différentes catégories, on essaie de voir où sont les personnes qui participent le plus, donc avec plus de ventes, qui sont plus présents maintenant par rapport à la pré-pandémie, période pré-pandémie, et qui est en mauve et en vert post-pandémie. Donc, on voit que si vous vous souvenez, quand je montrais le tableau, donc on a les convertis qui sont venus 2 fois déjà. Une fois qu'ils viennent 2 fois, ils deviennent souvent actifs et super actifs. Donc, si on est capable de faire monter les clients d'une catégorie à l'autre, de la catégorie active et super active, on se rend compte que c'est une grosse force. Donc, si on continue à se concentrer sur ces catégories-là, c'est très bien, mais peut-être il faut que l'on vise à plus long terme. Et ça m'a fait repenser à ce chanteur, un des juges d'American Idol.
qui a lancé cette chanson dont le titre est Once, Twice, Three Times. C'est-à-dire, il faut devenir un acheteur de billets une fois, deux fois, trois fois. Et c'est à partir de là qu'il y a comme un déclencheur. Donc, s'assurer que les gens reviennent deux fois, une fois bien sûr, deux fois, trois fois, et c'est là que ça ouvre la porte à des comportements d'abonnement plus stables ou d'abonnement ou d'achat de paquets. Alors, quand, quand on se penche là-dessus, on met l'accent sur l'importance de développer la fréquence aussi et investir. En fait, améliorer les retours pour pérenniser les revenus d'un compte. Et puis, il n'y a pas que les 12 mois. Pensez également cibler les 18 ou même 24. Et puis, essayer, tester, investir dans des nouvelles voies, nouvelles tendances. Donc, essayer d'offrir des ventes ou des promotions hors de la programmation régulière. Pensez à des renouvellements parce que vous avez des clients qui montrent leur loyauté pendant différentes périodes. Donc, vous pouvez le faire au mois de juillet ou pendant la période de Noël, mais ouvrez vos fenêtres, comme le Park Music Festival. Par exemple, vous n'avez pas nécessairement programmation qui l'intègre, mais pensez à des festivals différents tout au long de l'année pour essayer de renouveler ce comportement de la part de vos clients. Donc, pour essayer d'inviter les clients à vivre une nouvelle expérience euh, hors des saisons classiques où vous lancez des promotions. Et puis, par exemple, la Kansas Symphony ont un programme de membership dont, par exemple, un certain montant par mois leur donne accès à toute une série de spectacles, de programmation. Et donc, ils ont utilisé cette stratégie-là pour retenir leurs clients. Et puis, il y a toujours l'offre exceptionnelle, l'offre qui tue, qui est toujours une option. Et puis ensuite, orientez-vous vers d'autres stratégies aussi. Offrez par exemple la proposition de devenir un membre pour 9 dollars par mois. Et ça attire clairement les gens à vivre une expérience, une deuxième, une troisième expérience, parce qu'ils veulent profiter de leur abonnement. Donc, pour les premiers acheteurs, euh, 11% sont passés de cette offre-là à devenir, à rentrer dans un programme de membership stable. Minnesota Orchestra a également lancé des sondages parmi leurs clients pour voir ce qu'ils aimaient dans les abonnements. Qu'est-ce qui les attirait à les attacher? Et voici les principales raisons. La programmation, la valeur et quelque chose de très intéressant, l'engagement à prendre soin de soi-même. Donc, utilisez dans vos messages, par exemple, vous annoncez votre nouvelle saison. Ici, vous voyez des énoncés comme vous le méritez. Donc, insistez sur, sur cet aspect qui est très important de prendre soin de soi. Et un autre post social, par exemple, qui a été partagé, euh, ils ont répondu, on a beaucoup de paquets diversifiés et ils ont lancé également une campagne sur les réseaux sociaux qui se concentrer sur le soin de soi, le soin de soi-même. Alors, ils l'ont fait. Ils ont vraiment décidé de mettre l'accent là-dessus. Donc, également auprès de leurs mécènes, de ce qu'ils pouvaient obtenir de leur expérience pour les attirer, les fidéliser. Donc, c'est intéressant de voir que toutes ces campagnes ont été lancées et sont très bien marché, notamment sur Instagram. Alors, lorsque l'on parle du benchmark, on parle de 43% de fidélisation des mécènes depuis 2021. Euh, la fréquence
Alors, 43%, c'était ce qu'on appelle la fréquence. La fréquence, était évaluée à 25%, c'est-à-dire la création d'acheteurs multiples et développer des stratégies qui vont chercher les mécènes là où ils sont et capitalisent en fait sur leur potentiel de dons. Alors, pensez encore ces chiffres que je vous ai dit au départ, 2, 3, 18, comme pour comprendre le rythme et pour comprendre aussi le temps que ça prend avant de réattirer, de faire revenir un client, une personne. Donc, si vous voulez vous unir à Benchmark et participer, vous êtes les bienvenus pour élargir notre banque de données, la rendre plus solide, fiable. Alors, je vous invite à nous contacter et passez le mot également. Comme je vous l'ai dit au début, le plus on a d'orchestres qui participent, plus notre banque de données sera crédible, solide et en fait, reflètera bien la réalité. Alors, on a quelques questions qui ont peut-être été reçues. Tout à fait. Alors, on a reçu quelques questions. Certaines ont été envoyées même avant le début de la session. Il y en a une que j'ai trouvée particulièrement percutante parce que c'est quelqu'un qui avait lu les messages de marketing qui étaient intégrés dans nos annonces sur l'enregistrement pour la session. Est-ce que l'on veut re-rentrer dans le tempo ou bien est-ce qu'on veut bouger vers une nouvelle approche, un nouveau modèle? Alors, en regardant un petit peu la situation en 2019, et on la compare à maintenant, est-ce que l'on restreint nos perspectives par rapport à la route, au chemin qu'on a devant nous? Alors, c'est important de saisir ce moment d'inspiration et de changement pour nous comme secteur. Alors, comment gérer les choses différemment? Comment se pencher avec un nouveau regard sur nos communautés, nos clients? Ils sont en train de changer. Et un titre qu'on n'a peut-être pas vu, sur lequel on s'est penché au mois de mars, c'est le fait que notre public est de plus en plus jeune. Et ça, c'est intéressant comme phénomène. Comment est-ce que l'on peut en fait, leur tendre la main. Comment est-ce que l'on se penche vers l'avenir et voir comment les données peuvent nous éclairer pour s'ajuster. Par exemple, à Kansas Symphony, ils avaient toujours considéré le programme d'abonnement qui sont en croissance dans différents secteurs, mais de leur côté, ils ont une façon différente de rejoindre les gens. Donc, par exemple, on propose aux clients, vous pouvez vous présenter quand vous voulez, plutôt que d'attendre du mois de janvier jusqu'au mois de septembre. Ça peut être intéressant d'attirer les gens pour qu'ils puissent participer quand ils veulent, donc être là. Donc, essayez aussi de tester des approches différentes et comprendre également ce dont ont besoin nos mécènes aujourd'hui. Parce que vous avez vu, par exemple, pour le Minnesota, que quand on parle de valeur, c'est pas juste la valeur monétaire, mais c'est la valeur de mon temps et de comment je participe. Donc, comment est-ce que les programmes peuvent répondre en offrant davantage de valeur? Alors, c'est intéressant que quand on on a fait du brainstorming par rapport au programme de membership. Un des éléments qui est ressorti, qui ressort souvent, c'est qu'est-ce qui va cannibaliser en fait les abonnements. Alors, c'est intéressant de voir que le programme de membership, la seule raison pour laquelle les gens quittent, c'est parce que leurs cartes de crédit sont expirées. Donc, euh, le- la question, c'est vraiment, par exemple, de s'assurer que les clients puissent
renouveler en fait l'information sur leur carte de crédit pour pas qu'ils se désabonnent. Allez chercher donc des éléments clés comme celui-là. Alors, qu'est-ce que nous disent les données par rapport à la clientèle d'aujourd'hui? C'est intéressant de voir que ce que vous présentiez, c'était les taux de retour et de retour pendant la même saison. Alors souvent, que l'on appelle ça des clients obsolètes, c'est sûr que c'est pénalisant. Il faudrait peut-être voir ça avec un regard nouveau et utiliser toutes les données que l'on a à disposition pour voir vraiment, pour observer de près le comportement des gens. Et si ils ne rentrent pas dans les boîtes qu'on avait prévues, que l'on réinvente ces boîtes dépendamment de ce que eux, ce que les clients veulent. Et comment ça s'arrive à la structure des données elles-mêmes? Et voir comment est-ce que vous faites des typologies de répertoire ou de programmation pour aller au-delà des distinctions. C'est-à-dire comment est-ce que ça rejoint, ça s'arrime à la collection des données et à l'analyse de ces données. C'est sûr qu'il y a des catégories universelles autour de la programmation. On a des titres autour de classiques, pop ou les chefs-d'œuvre. Donc, on a différents systèmes de catégorisation. Et c'est intéressant de voir que on peut décodifier ça. Et c'est difficile de tirer des conclusions par rapport à la programmation parce qu'on n'a pas les structures organisationnelles que l'on utilise tous. Quand on parle des périodes de vacances, c'est relativement facile comme repère parce qu'on a les holiday pops ou les programmations de Noël ou la mi-année. Donc, on a réussi à extrapoler ces données-là et on s'est dit, bon, attention à tout ce qui contient ces mots-clés. Mais lorsqu'on regarde d'autres programmations, il y a toute une variété d'autres choses qui, qui sont difficiles à décoder. Donc, quand on parle du régulier versus la programmation des vacances, des spéciaux, on peut le décrire avec les termes que l'on veut, mais il y a quand même différentes périodes. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des corrélations entre les répertoires et les nouvelles, le public plus jeune? Est-ce qu'ils suivent davantage les concerts pop? Parce que ça, c'est peut-être de l'information que les données ne nous donnent pas. Peut-être il y a un travail à faire pour voir comment est-ce que quel est le type de nomenclature que l'on associe à certaines programmations, par exemple, certains programmes. Je me souviens, il y avait des collègues internationaux qui ont rassemblé des experts de différentes orchestres en Angleterre et ils ont présenté leurs différents types de programmation. Alors, on a fait, je pense qu'on leur a donné des choses à manger, mais enfin, c'était en huis clos que ça s'est fait, cette discussion. Mais c'est intéressant de voir ce qu'on est ressorti. Alors, autre question, est-ce que l'anxiété par rapport au ticket unique, au billet unique, lorsque vous montriez les différentes périodes avant un événement, comment est-ce que ces lignes s'arriment quand on compare pré-pandémie et maintenant? J'entends souvent les gens parlaient de l'anxiété par rapport au fait que les gens achètent des billets de plus en plus tard ou à la dernière minute. Est-ce que cette anxiété est aggravée par ce que je pourrais appeler la chute des abonnements? Certainement, parce que c'est sûr qu'après la pandémie, les abonnements ont connu quand même un ralentissement. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'on fasse beaucoup de travail sur les ventes à l'unité aussi. Et donc, on se rend compte qu'il y a une anxiété par rapport à ça, un petit peu de stress. Et donc, on se rend compte que le rythme est différent au niveau des achats. C'est-à-dire que les gens continuent à se comporter comme ils faisaient avant,
C'est juste qu'on a besoin qu'il y en ait davantage qui se comportent de cette façon-là. C'est une question de nombre. C'est sûr qu'il y a une pression là-dessus. Donc, c'est ce qu'on appelle l'anecdata. Donc, l'anecdote. Donc, une autre question, le participant. Donc, on a vu une augmentation donc des recettes globalement. La question, c'est donc une réduction au niveau des unités vendues de billets, mais une augmentation des recettes. Est-ce que c'est parce que les gens achètent des places qui sont plus chères, par exemple? On pourrait appeler ça un petit peu l'effet Taylor Swift, si on veut, ou l'effet Live Nation également, ou Ticketmaster. C'est intéressant de suivre ça parce que dans TRG, on ne regarde pas juste le secteur des arts, mais également les concerts. Alors, on regarde Broadway, on suit un petit peu tout ce qui se passe ailleurs. Et donc, si on parle à des compagnies comme Ticketmaster ou Live Nation, ils vont vous dire que les paquets VIP sont en augmentation. Alors que euh, c'est intéressant de voir que les sections, disons, de prix plus élevés, les billets à des prix plus élevés ou VIP vendent mieux. Peut-être que ça, c'est aussi l'effet de cette campagne de prendre soin de soi et de vivre une expérience spéciale pour soi, pour prendre soin de ça. Peut-être c'est effectivement lié à ça. Autre question qui rejoignent un petit peu celles qui ont été posées concerne le système de billets, de billetterie que Benchmark, en fait, il y a deux personnes qui disaient que l'on aimerait participer à Benchmark, on serait prête à être avec vous, mais le système de billets, de gestion des billets qu'on connaît, qu'on a actuellement, n'est pas compatible. Par exemple, quand on veut plusieurs téléchargements, est-ce que vous êtes conscient que certains des choix, en fait, faussent les données par rapport à l'expérience de groupe avec des budgets un petit peu plus gros? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un partenariat semblable avec la League of American Orchestras et de leur côté, ils sont pris acte de tout ça. Donc, on travaille collectivement avec un projet pour s'assurer des financements qui vont nous permettre d'investir dans dans l'échange de données numériques. Donc, c'est l'arrimage entre CRM et notre système. Donc, on a besoin de plus de données et de capacités. Donc, ce financement devrait se concrétiser. Alors, on va voir comment travailler là-dessus ensemble. Mais au cours de l'année prochaine, on va investir davantage développer davantage de DDX, donc pour permettre à davantage d'organisations de nous rejoindre. Et l'objectif, c'était de les associer avec des organisations de petite ou moyenne dimension pour que l'on puisse étendre la participation, c'est-à-dire et élargir la participation à des organisations d'un éventail diversifié. Donc, on n'a pas vraiment un processus de téléchargement manuel pour le moment. Donc, ça va être également une des choses sur lesquelles on va travailler pendant l'année à venir dans le cadre du TEDx. Donc, j'ai également une réflexion, personne qui pourrait être intéressée. Alors, je comprends que c'est possible d'exprimer l'intérêt en benchmark et fournir de l'information sur qui on est, quel est le système qu'on utilise, si le système est également compatible ou pas. Et donc, je suppose que TRG est en train de recueillir de l'information pour comprendre quels sont, c'est-à-dire où se situent les besoins auxquels on n'a pas encore répondu, à aller chercher. Donc, même si vous avez un système qui n'est pas compatible, on va vous poser des questions pour voir s'il y a un intérêt de votre part et voir où est-ce qu'on peut vous aider. Ou, donc, essayer de devenir plus compatible.
Et je vais également partager mon courriel dans le chat. Sentez-vous bien à l'aise de partager cette information-là, vos questions. M'envoyez vos questions. Si vous voulez simplement faire un tour du système, je peux vous guider pour naviguer le système. Ou si vous avez des questions plus ciblées, sentez-vous bien à l'aise. Ça vous engage à rien, voilà. Alors, on est là pour apprendre davantage les uns des autres. Alors, voilà, je serai heureuse de vous répondre. Alors, je pense qu'on a identifié, OK, benchmark, les repères et quelques domaines dans lesquels il va falloir approfondir un petit peu le recueil de données, comme par exemple la programmation, la démographie du public. Alors, une fois par an, on fait un arrimage entre la démographie et les données des États-Unis surtout, et ça, on va le faire pour les orchestres des États-Unis. On pourra partager cette information-là avec vous tous. Donc, c'est peut-être pas exactement la même situation qu'au Canada, mais si vous voulez apprendre, en savoir davantage sur l'information sur l'âge, sur les tendances autour de revenus, l'éducation, au niveau d'instruction, d'éducation, comment ça évolue dans le temps, ça, on peut certainement vous partager cette information, même si elle est relative aux États-Unis. Et je pense qu'il y a certainement le potentiel de discussion, de développer davantage cela. euh, Par rapport par exemple, les analyses croisées par rapport aux codes postaux ou d'autres, développer des capacités analytiques à partir d'autres types de données. Et donc, on peut voir également aussi quel est le point de prix qui sera intéressant, sur lequel il sera intéressant de travailler, de cibler. Et je suis toujours fascinée par l'expérience que vivent les différents orchestres dans le monde entier. Et d'une part, mais c'est intéressant aussi de se concentrer sur la situation chez nous, là, dans notre pays aussi. Alors, euh, on apprend toujours beaucoup des échanges avec les participants. Alors, je pense que c'est vraiment un parcours qu'on vit ensemble et c'est toujours un privilège d'être, rentrer dans votre esprit, Eric, c'est vraiment très édifiant. Alors, j'ai beaucoup apprécié cet échange et les questions que vous avez posées aussi. Alors, vous êtes toujours une grande inspiration parce que c'est important de vous entendre aussi et d'écouter vos commentaires, vos questions. Alors, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir participé comme vous l'avez fait. Alors, merci à vous tous. On vous recontactera pour l'information concernant les enregistrements, les PowerPoint. Et je sais qu'on a prévu deux autres webinaires en fait, dans les mois à venir, prévu actuellement pour le 14 novembre 2024, 30 janvier 2025. Alors, il y a encore quelques petits détails à finaliser, mais on va vous tenir au courant. Alors, merci encore, merci Eric, merci aux participants, à l'interprète moi-même, merci Isabelle, et merci Orchestre Canada. Alors, bonne journée à vous tous et toutes. Au revoir.